Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. Bienvenue à cette conférence Salon Double du 15 février 2011. C'est vraiment merveilleux de voir que vous êtes si nombreux à répondre à l'appel. Et au nom de toute l'équipe de Salon Double, je vous remercie d'être là. À ce propos, quelques présentations s'imposent. Le comité de Salon Double est constitué de Pierre-Luc Landry, qui est étudiant à l'Université Laval. Il n'est pas là ce soir. Viviane Asselin, qui se trouve dans le fond là-bas, étudiante au doctorat à l'Université Laval. Amélie Paquette, qui est à la console, qui est aussi notre directrice en chef, étudiante à l'UQAM, et moi-même, Simon Brousseau. Le projet Salon Double est soutenu par la chaire de recherche du Canada en littérature contemporaine et par Figura, le centre de recherche sur l'imaginaire. La conférence de ce soir est la dernière qui aura lieu à Montréal cette année. J'en profite donc pour vous dire que votre enthousiasme, votre réponse nous donne envie de poursuivre l'année prochaine. Donc, il y aura un autre cycle de conférences à l'automne 2011. Comme vous le savez, Salon Double est d'abord et avant tout un observatoire de la littérature contemporaine en ligne. Nous y publions des textes qui se situent entre la critique journalistique et le discours spécialisé, universitaire. Ce sont donc des lectures d'œuvres contemporaines en tout genre. Notre projet est né d'un constat. Il y a un décalage important entre la diversité des œuvres qui sont publiées chaque année et le nombre d'entre elles qui sont commentées ou étudiées. En vous invitant à écrire à propos des livres que vous jugez importants, nous espérons diversifier le discours critique, mais surtout souligner l'existence d'œuvres qui, sans ça, n'obtiendraient pas l'attention qu'elles méritent. Pour qu'un tel projet fonctionne, nous avons besoin de votre implication et c'est pourquoi je profite de l'occasion pour vous inviter à mettre la main à la pâte. Donc, Salon Double souhaite créer une communauté de pensée. Nous ne croyons pas que le littéraire ou l'intellectuel doit demeurer en retrait en posant un regard distant sur le monde. Au contraire, Salon Double offre l'occasion de prendre la parole, d'exprimer des idées et de participer à des débats qui nous concernent tous. Au fond, et pour faire écho à la conférence de Bertrand où il sera aussi question de la démarche philosophique de Peter Sloterdijk, Salon Double pourrait faire sienne cette maxime qu'il propose en introduction à sa trilogie des sphères, et je le cite, « puisse se tenir loin de ces lieux, celui qui n'a pas la volonté de louer le transfert et de réfuter la solitude ». Pour ceux et celles qui aimeraient réentendre les conférences de cet automne, sachez qu'elles sont disponibles dans la section antichambre de notre site. Celles de Sylvain David, d'Alain Farah et de Catherine Mevkakis sont déjà en ligne et les autres suivront sous peu. Ceci étant dit, il me reste à présenter notre conférencier invité, qui n'arrête pas de gigoter. Bertrand Gervais est professeur au département d'études littéraires de l'UQAM, en plus d'être le directeur de Figura et du laboratoire NT2. Parce qu'il me semble être un tour de force, il trouve également le temps de publier des romans. Parmi ses publications récentes, il faut mentionner sa trilogie sur les logiques de l'imaginaire, dont le dernier tome consacré à l'imaginaire de la fin est paru en 2009. Il a également publié un roman intitulé « Comme dans un film » des frères Cohen à l'automne 2010. Sa conférence de ce soir s'intitule « Dali attaqué par le réel entre l'écume et l'oubli, éléments pour un imaginaire contemporain ». Donc, je lui cède la parole. Merci beaucoup, Simon. Est-ce que vous m'entendez? Il y aura moins de feedback si je parle plus proche? Je le crois pas. Bon, écoutez, j'aimerais commencer par remercier Simon pour son introduction, mais surtout, j'aimerais remercier l'ensemble de l'équipe de Salon Double pour la série de conférences qui nous a réunis cette année, donc et à l'automne et à l'hiver. Quand on a commencé à parler de faire une série de conférences et donc de commencer à animer un peu Salon Double, indépendamment du site qui nous anime et qui est au cœur même de la démarche, on ne pensait pas qu'on aurait un tel succès. Et je dois avouer que je suis très content de voir qu'à partir du moment où on sort l'université, où on sort en fait la littérature de l'université, tout à coup on retrouve notre public. Et pour moi, c'est tout à fait important que d'abord que notre série de conférences se continue l'an prochain et qu'on continue à être hors de l'université, de façon au moins à réunir et à retrouver ces gens qui sont intéressés par des questions littéraires et pas simplement par des questions philosophiques ou sociologiques. Donc, bravo à l'équipe d'avoir pensé à cette série de conférences et de l'avoir menée à bien toute l'année. Et puis, j'espère que l'an prochain, tout sera répété avec le même succès. J'avais
Dans un premier temps, enfin, vous avez remarqué que j'ai changé de titre. J'avais commencé par vous donner un titre beaucoup plus large à ma communication, enfin à ma conférence. Tout l'automne, je savais que je devais donner 2 interventions cet hiver, l'une dans le cadre de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, donc dans le cadre d'un groupe de recherche à l'UQAM, et la deuxième dans le cadre de Salon Double. Et tout le temps que j'y ai consacré en termes de préparation, pour moi, ben, les deux conférences se répondaient et il y avait un canevas global, et c'est quand j'ai commencé à travailler plus précisément sur cette intervention pour Salon Double que le titre a commencé à changer, simplement parce que mon objet s'est précisé, et qu'en commençant à écrire en fait cette conférence, eh bien, je me suis fait prendre au jeu d'une scène que je croyais tout à fait secondaire dans ma pensée et dans mon intervention de ce soir, et qui est rapidement devenue centrale. Je parle bien sûr de Dali attaqué par le réel. On verra un peu qu'est-ce qui est impliqué, mais si vous avez lu Écume de Sloterdijk, vous savez un peu à quoi je fais référence. Donc, en y travaillant, le titre a changé, et donc on se retrouve avec ce que je vous ai proposé là. Évidemment, le problème, c'est que j'ai commencé à écrire ma conférence, et que normalement, si je voulais vous la donner en la parlant plutôt qu'en la lisant, il faudrait que je la désécrive, ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc là, vous êtes les captifs d'un texte que je vais vous lire, mais je vais essayer de faire en sorte que ma lecture sera la plus dynamique possible, mais malheureusement, j'ai un texte. J'aurais voulu avoir le temps de le désécrire pour le parler, mais bon, le temps m'a manqué. On est en pleine session universitaire. Alors, les réflexions que je vais vous présenter ce soir sont liées aux lectures et aux recherches que je fais actuellement sur l'imaginaire contemporain. Je tente de définir ce qui s'impose comme trait de l'expérience contemporaine. Quel récit nous racontons-nous? Quelle métaphore, quelle figure pouvons-nous utiliser pour saisir une partie de ce que nous expérimentons? Dali, attaqué par le réel, est pour moi une telle figure dont le caractère heuristique lui vient de cette opposition vive et entière qu'elle établit entre les contraintes d'un réel qui déjoue toute médiation, d'une part, et les formes fantomatiques de l'imagination et de ses strates, dont Dali réclamait l'exploration et la connaissance, d'autre part. C'est une figure qui vient révéler l'angoisse que les modalités de notre être au monde engagent nécessairement. La scène qui est au cœur de cette figure, elle est vieillotte. On ne peut pas dire qu'elle nous soit contemporaine, loin de là. Mais elle permet de révéler au moins 2 ou 3 choses de notre époque. En fait, elle me servira à revenir sur un thème qui m'est cher, l'oubli, dans ses acceptions à la fois positives et négatives. Évidemment, vous le savez que, enfin, pour ceux qui ont moindrement suivi ou mon enseignement ou mes écrits, l'oubli joue un rôle important, et par la force des choses, j'y suis revenu comme, je ne sais pas, comme un pigeon retourne au bercail. Donc, je tenterai de ne pas trop déroger de mon texte. Donc, dans ces versions positives et négatives. Positif, l'oubli est une modalité de l'agir, une façon de construire le contemporain. De fait, je ne peux penser l'expérience contemporaine sans exploiter l'errance et l'oubli qui lui sont propres. Je me servirai de la figure de Dali attaqué par le réel comme d'un canevas, me permettant de décrire notre situation et d'en extrapoler certaines conséquences. Négatif, l'oubli s'impose comme mécanisme de contrôle et d'assujettissement. Pour en rendre compte, je donnerai en exemple le très beau roman de l'écrivaine japonaise Yoko Ogawa, Cristallisation secrète. Ce roman de 1994, traduit en français en 2009 seulement, exploite un oubli mortifère d'une rare violence, car il y devient un dispositif de contrôle étatique. Alors, je centrerai mon intervention sur une anecdote qui se veut presque une scénette. C'est la scène décrite par Peter Sloterdijk dans le 3e tome de Sphère, intitulé Écume, où il raconte comment Salvador Dali a failli mourir asphyxié lors d'une conférence performance. C'est une véritable scénette, car ce qui se produit à Londres en 1936 tient véritablement d'une pièce comique en une seule scène ou en un seul acte. J'aimerais quand même, avant de commencer et de parler un peu de Sloterdijk, remercier Jean-François qui m'a donné le premier Ogawa il y a à peu près 8 ou 9 mois. Et depuis ce temps-là, j'ai lu Ogawa d'une façon assez systématique, et c'est comme ça que je suis arrivé à Cristallisation secrète. Donc, merci, parce que je ne connaissais pas, et puis tu as bien fait de te dire que ça rentrait dans mes cordes et que ça... Merci.
Alors donc, avant de passer à la scène de Dali, j'aimerais peut-être un peu expliquer le projet de Sloterdijk. Donc, dans les 3 volumes de Sphère, le projet de Sloterdijk est gigantesque. Les livres de la trilogie doivent dépasser, hein, vous voyez, celui-ci fait au-delà de 840 pages, le premier en fait à peu près la même chose, donc les livres de la trilogie doivent dépasser les 2000 pages. Son projet est de rendre compte de l'imaginaire contemporain en proposant un vocabulaire critique renouvelé. Un vocabulaire fondé sur un ensemble de métaphores nouvelles qui lui permettent de penser le monde social. C'est qu'ainsi qu'il travaille sur les sphères, qu'il veut élever, au rang de, et là je le cite, de concept anthropologique fondamental. Fin de la citation. La sphérologie qui en découle, c'est le terme que Sloterdijk propose, du moins dans la traduction française, la sphérologie qui en découle se trouve à la conjonction de la topologie, de l'immunologie, de l'anthropologie et de la sémiologie. Et c'est là où moi je crois que je peux m'insérer par le biais de la sémiologie. C'est, on l'imagine sans peine, un vaste programme qui exploite des relations sans cesse complexes. Et cette complexité est indiquée par des métaphores et des figures conceptuelles parlantes telles que bulle, globe et écume, ou encore île, capsule et sphère. Vous reconnaîtrez en fait ces intérêts selon les tomes. La métaphore de l'écume qui coiffe le 3e tome est au cœur d'une entreprise visant à établir, et je vous cite Sloterdijk, une théorie de l'époque contemporaine sous le point de vue que la vie a un déploiement multifocal, multiperspectiviste et hétérarchique, donc ayant des hiérarchies complexes et hétérogènes. L'écume lui permet de penser la complexité, car chacune des bulles de l'écume, chacune des sphères générées par le mélange de molécules liquides et gazeuses, représente un équilibre instable et éphémère. L'écume, c'est, je vous cite Sloterdijk, presque rien, et pourtant pas rien. Un quelque chose et cependant seulement un tissu formé d'espaces creux et de parois très subtiles. Une donnée réelle et pourtant une entité qui redoute le contact, qui s'abandonne et éclate à la moindre tentative de s'en emparer. C'est l'écume telle qu'elle se montre dans l'expérience quotidienne. Fin de la citation de Sloterdijk. Le contemporain, pour moi, et c'est pour ça, et c'est dans cette perspective-là que je lis Sloterdijk, est une telle écume générée par la rencontre du présent et de ses temps limitrophes. Il est produit par l'union de l'actuel, cette masse fluide dont les vagues nous emportent sans coup férir, et de cet étonnant mélange de potentialité que représente le futur et de rémanence d'un passé qui s'accroche encore. Il est difficile à manipuler parce que, éphémère, n'existant réellement que le temps que dure le présent. Le contemporain, comme l'écume, n'existe par contre que s'il y a vie, c'est-à-dire dynamisme, agitation, mouvement, réaction, force contradictoire. Je vous cite Sloterdijk. Dès que cesse l'agitation du mélange, celle qui assure l'acheminement d'air dans le liquide, la majesté de l'écume retombe rapidement sur elle-même. Pour filer cette métaphore, je dirais que le contemporain ne s'impose à notre esprit que parce que l'agitation du temps présent en commande la saisie. L'écume a trop souvent servi, je reprends Sloterdijk, de métaphore à l'inessentiel et à l'intenable. Ça enfle, dit-il, ça fermente, ça tremble, ça explose. Que reste-t-il? Fin de la citation. Pourtant, le contemporain le dit bien. L'écume est le signe de l'agitation du monde, le résultat des mélanges et des tensions qui fondent notre réalité. L'écume est un langage et il parle des forces qui en provoquent l'apparition. Essayer d'en rendre compte ne peut procéder que par un procédé global d'admission du fortuit, dit Sloterdijk, du fortuit, du momentané, du vague, de l'éphémère et de l'atmosphérique. Un procédé auquel participent les arts et les théories et les formes de vie, chacun avec ses propres types d'engagement. Fin de la citation. En rendre compte ne peut procéder que par une théorisation de l'imaginaire qui seule permet de considérer le rapport au monde comme une interface et les diverses productions culturelles comme des manifestations de son action nécessairement polymorphes. Le contemporain, selon cette métaphore, est un précipité, d'où peut-être l'illusion que notre modernité s'y précipite, fascinée par sa propre image. Alors j'aimerais revenir en fait à Dali en conférencier. Alors prenons la scénette de Dali. L'idée d'une écume, on le comprend facilement, implique la présence d'air. C'est un des éléments fondamentaux de ce précipité. Pas d'air, pas d'écume.
pas de sphère, pas de bouillonnement. Mais qui dit air, dit évidemment la possibilité d'une asphyxie, d'un manque d'air. C'est cette métaphore que je filerai tout au long de cette conférence. L'exemple de Dali survient dans le 3e tome, dans Écume, après une longue démonstration de Sloterdijk où il est question des caractéristiques du 20e siècle. Alors, je vous cite Sloterdijk. Celui qui veut comprendre l'originalité de cette époque doit tenir compte de 3 éléments. La pratique du terrorisme, et on parle du 20e siècle et non pas du 21e siècle, mais quand même. La pratique du terrorisme, le concept de design industriel et la pensée de l'environnement. J'ai le goût de dire, on est très proche là, de la pensée originale du 20e siècle et celle du 21e. Je continue la citation de Sloterdijk. S'il fallait en outre déterminer quand ce siècle a commencé, objectivement, on pourrait apporter une réponse au jour près. Le 20e siècle a débuté dans une révélation spectaculaire le 22 avril 1915 avec la première utilisation à grande échelle du gaz chloré comme moyen de combat employé par un régiment de gaz spécialement constitué au sein des armées allemandes. En fin de la citation de Sloterdijk. La création d'un nuage toxique est bien pour Sloterdijk la première occurrence où l'environnement a été utilisé comme arme et a pu devenir intentionnellement mortel. Ce n'est plus le corps d'un ennemi qui était visé, mais son environnement. Le 1er juillet 1936, Salvador Dali entend faire une de ses conférences-performances dont il a le secret au New Burlington Galleries de Londres. Il entend y explorer les principes de sa méthode paranoïaque critique. On va dire de Dali, l'appellation recouvre, mais là on connaît quand même assez bien cette pratique un peu paradoxale, une méthode spontanée de connaissance irrationnelle basée sur la critique objective et systématique des associations et interprétations délirantes. Comme le décrit Dali lui-même, cité par Sloterdijk, et donc là je vous cite Dali, j'avais décidé, et là c'est la scène centrale, là, écoutez bien. Le build-up est terrible. Okay. J'avais décidé, à l'occasion de l'exposition, de faire un discours, mais placé à l'intérieur d'un scaphandre pour figurer ainsi le subconscient. On me harnacha, me chaussant même des souliers de plomb qui m'immobilisèrent les pieds. On dut me porter sur l'estrade. Et ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, il y a des photos de Dali. J'en ai quelques-unes ici où on le voit. Je les ferai circuler. Où on voit Dali, bien sûr, dans son scaphandre. Donc, si vous voulez, pièce à conviction numéro 1. Pièce à conviction numéro 2, on voit Dali dans son scaphandre. On reconnaît son visage à travers le hublot du scaphandrier. Pièce à conviction numéro 2 vers la gauche. Autre photo de Dali dans son scaphandre, donc en scaphandrier des ténèbres, tenant le milieu. Il y en aura pour tout le monde, vous allez voir. La troisième, en fait, c'est une contre-pièce à conviction. Là, c'est Tintin en scaphandrier. Par contre, il dit « Sapristi, que se passe-t-il? L'air n'arrive plus. » Donc, celle-ci, j'aimerais quand même la conserver. Et la mettre comme ça en pièce majeure de ce procès. On dut me porter sur l'estrade, donc, raconte Dali. Puis on fixa le casque en le verrouillant. Je commençai mon discours derrière la glace du scaphandre et devant un microphone qui ne pouvait évidemment rien retransmettre. Je suis beaucoup plus chanceux que lui. Mais ma mimique fascina l'assistance. Bientôt, je restai bouche bée, apoplectique, puis bleu, les yeux révulsés. On avait évidemment omis de me brancher sur un système de distribution d'air et je m'asphyxiais en criant. Le spécialiste qui m'avait équipé avait disparu. On reconnaît les techniciens. Désolé pour l'équipe médiatique. Donc, le spécialiste qui m'avait équipé avait disparu. Je fis comprendre par geste à mes amis que la situation devenait critique. C'est une méthode paranoïaque critique. L'un d'eux s'empara d'une paire de ciseaux et tenta en vain de percer la toile. Un autre voulut dévisser le casque. Comme il n'y parvenait pas, il se mit à cogner avec un marteau sur les boulons.
2 hommes tentaient d'arracher mon casque. Un troisième continuait à asséner des coups qui m'anéantissaient. La tribune n'était qu'une monstrueuse mêlée d'où j'émergeais comme un pantin désarticulé avec mon casque de cuivre qui résonnait comme un gong. Ça me prendrait un bruiteur, là, mais je n'ai pas encore de bruiteur. Simon, c'est décevant. C'est alors que la foule applaudit longuement devant cette parfaite réussite du mimodrame d'Alinien qui incarnait sans doute à ses yeux les rapports du conscient tentant d'appréhender le subconscient. Je faillis mourir de ce triomphe. Lorsqu'on m'arracha le casque, j'étais aussi pâle que Jésus revenant du désert après 40 jours de jeûne. En fin de la citation et de la description de la scénette, donc de Dali, bien sûr, en train de s'époumoner. La scène, bien sûr, vous le comprenez, est parfaitement délirante. On se croirait dans du Flaubert, dans un Bouvard et Pécuchet halluciné, ou alors, changeons complètement de registre, dans du Blake Edwards, mettant en vedette Peter Sellers. C'est du dilettantisme à son meilleur, mais il me semble que nous pouvons tout de même tirer quelques leçons de cette anecdote. Est-ce que je vais essayer de faire pour la suite? Et pour le faire, en fait, je vais explorer cette scène en 2 temps. 2 longues respirations qui tourneront autour de la notion d'oubli. La première entend explorer de l'intérieur cette scène afin d'en montrer le caractère allégorique, par rapport au contemporain, bien sûr. L'oubli en acte y est recherché par Dali parce qu'il permet de se libérer des chaînes du réel pour rejoindre le monde des potentialités de l'inconscient. La seconde accentuera les aspects négatifs de cette allégorie qui a l'asphyxie pour thème et qui débouche sur une politique de l'oubli. Alors, première respiration, habiter l'oubli. Dali voulait que sa mise en scène rende compte des potentialités de l'inconscient révélées par un dispositif qui joue sur les limites de l'air et de l'eau. L'eau et la plongée étant régulièrement associés au subconscient et à ses mouvements immergés. Un scaphandre, c'est bien ce qui permet de plonger et de descendre au fond des choses, de rejoindre les fonds marins et de les explorer tout en continuant à respirer, tout en continuant à vivre et à être conscient. Le scaphandre assure la présence d'une poche d'air, une poche de conscient permettant de survivre dans les fonds mouvants de la mer et de l'inconscient. Mais Dali se sert de scaphandre non pas pour plonger, mais pour faire une démonstration. Le scaphandre ne le protège plus de l'eau, il le sépare du monde. C'est de l'air qui est de l'autre côté de l'appareil de plongée. C'est l'environnement habituel. Le scaphandre ne l'aide plus, il l'isole. Et il arrive ce qui devait arriver. Le dispositif, au lieu de permettre à Dali de respirer dans un environnement sans air, l'empêche, au contraire, de le faire. Il le coupe de cet air qui se trouve de l'autre côté de la vitre et de la toile. C'est l'ironie de la scène. Détourner un dispositif, c'est courir le risque de provoquer des dysfonctionnements. L'assertion vaut non seulement pour des scaphandres, mais pour tout bricolage, qu'il soit de nature technique ou théorique. Inventer, détourner des notions, associer, métaphoriser, c'est à la fois produire du nouveau, ouvrir des portes jusque-là maintenues fermées, mais c'est aussi trafiquer des notions, au risque de les voir se rebeller et mordre la main qui les nourrit. Le scaphandre devient le lieu d'une défamiliarisation, mais vraiment là au sens des formalistes russes. Sans qu'ils s'en rendent compte, par inadvertance donc, Dali fait du formalisme russe. « Ostranini » pourrait-il crier à la foule qui ne peut l'entendre, séparé du maître par une cloison étanche. « Ostranini » tout est différent, plus rien n'est familier. Un voile s'est déposé entre Dali et le monde et plus rien ne semble se ressembler. L'appareil qui doit assurer l'interface, provoquant une défamiliarisation mineure, le monde vu à travers un hublot, touché à travers un vêtement épais, comme un cocon dont il faut s'extraire pour raconter ce qui a été expérimenté, finit par provoquer une défamiliarisation majeure, le voile que l'asphyxie et la mort jettent sur tout sujet encore conscient de son environnement. Dali n'est pas l'auteur de cette étonnante défamiliarisation, il en est le héros. Au lieu de raconter l'histoire d'un homme qui se réveille un matin pour se rendre compte qu'il a perdu son nez, ou qu'il a été transformé en insecte, ou encore qui décide de se raser une moustache qu'il n'aurait, semble-t-il, jamais eue, au lieu de raconter l'histoire d'un homme qui se glisse dans un scaphandre pour explorer les bas-fonds de son propre inconscient, et peut-être même du subconscient de tous, c'est quand même son projet, pour se mettre en scène comme être des profondeurs, Dali a fait beaucoup plus,
Il l'a incarné, il s'est prêté au jeu, il s'est glissé dans le scaphandre lui-même. C'est la défamiliarisation absolue. Ce qui implique de la vivre au lieu de l'expérimenter via des représentations. Être là, dans le lieu précis de l'événement et en faire l'expérience. Dali a voulu devenir un scaphandrier, coupé du monde, comme dans le sommeil, mais toujours présent au monde, par le biais du hublot, toujours là, tout en y étant plus tout à fait, conscient et inconscient en même temps. Il voulait devenir un être frontalier, un être double, 2 fois dédoublé, car habitant une double frontière, où celle réunissant air et eau est associée à cet autre assurant la coprésence du conscient et de l'inconscient. C'est un jeu dangereux qui requiert des compétences variées et qui fait payer très cher le dilettantisme, comme on le voit. Par le jeu de l'accumulation des frontières, Dali s'est mis sur le mode de la présence-absence. Présent au monde, les yeux grands ouverts, établissant par le fait même un contact avec le public, qui le voit dans son casque, être isolé de tous, inaccessible et héroïque, mais ô combien fascinant, et absent en même temps parce que aliéné, séparé du monde par une cloison étanche sur le point, évidemment, de tout oublier, c'est-à-dire de tout perdre. L'oubli est la conséquence de l'asphyxie, de la mort qui resserre l'attention du sujet à l'être au monde et à ses principes de vie soudainement non respectés. Il n'y a plus d'air. L'oubli est la conséquence de la volonté de s'absenter de soi, de son être au monde, de s'y constitue son conscient. L'oubli est la conséquence de cette volonté, naïve et spectaculaire, de découvrir ce qui se cache de l'autre côté de cette cloison qu'on nomme l'absence. Et cette absence se déploie dans la scène. Elle s'inscrit même dans la relation entre Dali et la foule qui le regarde pendant qu'il s'asphyxie. Car la foule ne reste pas passive dans ce processus, elle y participe. Son regard sur Dali change. Son regard, en fait, transforme l'artiste en toute autre chose. En explorateur tragique de l'inconscient, sur le point de mourir en raison de sa propre témérité. Pendant qu'il s'absente à lui-même, Dali se transforme en figure. Aux prises avec son asphyxie, de plus en plus coupé du monde et proche de cet inconscient dont il voulait sonder les grottes et les falaises, il devient en même temps une figure, l'objet d'un investissement figural. Il est ce que la foule projette sur lui. Il devient un spectacle. Un spectacle au 2e degré, ceci dit, car la mise en scène devient, par ses défaillances, un spectacle lui-même, inintentionnel, involontaire. Et c'est ce 2e spectacle qui fait figure. C'est Dali sur le point d'être asphyxié. Dali en mode survie. Dali entouré de gens impuissants à intervenir tandis qu'il mène son combat contre un ennemi invisible et insaisissable, l'air qui est en train de l'étouffer. Cet être héroïque, explorant les tréfonds du subconscient, prêt à courir tous les dangers au contact de ces formes hallucinées, cet être est confronté à un problème plus grave encore que le pire des cauchemars symbolistes, car le réel l'attaque, sous la forme, bien sûr, d'un équipement défaillant. Le réel attaque Dali, qui est en train de manquer d'air. C'est la crise. Les rôles sont héroïques. Dali doit se défendre du réel qui l'attaque pendant qu'il bataille les forces symboliques et imaginaires de l'inconscient. C'est Thésée, je m'étais dit que j'en parlerais pas, là, mais c'est plus fort que moi. C'est Thésée entré dans le labyrinthe et devant affronter le Minotaure. Mais le fil lâche, il se brise et l'attaque se précipite. Thésée peut-il sortir du labyrinthe sans le fil d'Ariane? Dali peut-il sortir du scaphandre avant que le filet d'air se soit épuisé? Le réel attaque Dali, et il pourrait en mourir. Cette situation impose une figure, celle de l'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier, c'est celui qui croit maîtriser une technique, une théorie, un modus operandi, quand en fait, cette maîtrise est parfaitement relative, ce qui provoque d'imprévisibles conséquences. L'expression usuelle le dit, l'apprenti sorcier, c'est celui qui déchaîne des événements dont il est incapable de maîtriser le cours. Nous vivons notre vie comme des apprentis sorciers, puisque nous improvisons notre vie. Nous n'en avons qu'une, c'est-à-dire que nous ne vivons ces diverses étapes qu'une seule fois.
une seule naissance, une seule mort, une seule première expérience amoureuse, une seule première maladie, un seul premier enfant, etc. Nous apprenons à connaître notre époque de la même façon, avec des moyens de fortune et bien souvent avec la confiance naïvement aveugle de l'apprenti sorcier. Il nous arrive aussi, à nous, de nous glisser dans un scaphandre avec l'espoir de comprendre quelque chose de nos pensées secrètes, souterraines, inconscientes, espérant ne rien casser. Le réel attaque Dali. Cette scène se déploie aisément en allégorie de notre rapport au contemporain, cette zone de navigation dans laquelle nous tentons de ne pas nous perdre. Nous sommes tous potentiellement des Salvador Dali lorsque confrontés à notre propre époque, c'est-à-dire à la recherche d'un dispositif qui nous aidera à le comprendre, d'une machine qui viendra construire notre regard. Dali a choisi le scaphandre pour assurer l'interface entre lui et le subconscient qu'il veut explorer. Quant à nous, il me semble que nous avons choisi l'écran. L'écran de l'ordinateur, du lecteur de MP3, du téléphone portable, bien sûr après l'écran de la télévision et l'écran de cinéma. Des écrans de plus en plus efficaces, interactifs et intelligents. Nous sommes fascinés par des écrans, nous y passons de plus en plus de temps comme s'il s'agissait d'une véritable zone de navigation. Nos maisons, c'est un fait assez étonnant, n'ont jamais été aussi grandes, n'ont jamais eu autant de pièces, et pourtant, notre attention n'a jamais été aussi resserrée sur un seul dispositif technique, l'écran. Si Dali pensait devoir s'absenter pour rejoindre l'inconscient et en capter un quelconque mouvement, nous faisons exactement le contraire. Les valeurs se sont renversées. Le collectif n'est plus enfoui sous une masse d'eau, il est disséminé à travers l'atmosphère. Il s'est fait électrique, existant dans des fils, un réseau d'interconnexion. L'oubli n'est pas la conséquence d'une absence, mais une modalité de la présence. Pour connaître l'immersion, il nous faut avant tout nous mettre en action. L'écran ouvert sur un réseau implique une présence constante au monde par l'interactivité qui en est à la base. Il requiert des interventions répétées, des manipulations, une attention de tous les instants, seule façon de se perdre et de s'oublier dans la zone de navigation du cyberespace. Et en fait, la notion de zone de navigation que je reprends comme ça, je l'ai trouvée chez Sloterdijk. Donc là, en fait, il y a de l'ordre d'une citation un peu implicite. L'intimité ne s'exprime plus dans l'en-soi, elle n'est pas rejointe par un repli, mais par une ouverture sur un réseau. Par l'écran relié, ainsi, mon intimité est en continuelle communication avec d'autres intimités, tout aussi évanescentes, fluctuantes, instables et inconséquentes. L'extimité que cette navigation implique, sorte d'identité flue, est la possibilité que le subconscient que Dali tentait de rejoindre dans sa mise en scène délirante puisse être atteinte à l'aide de ce nouveau scaphandre qu'est l'écran devenu navigateur. Le subconscient, il ne se trouve pas au fond des eaux, il se trouve sur un réseau. Il n'est plus caché ou enfoui, sous quelque chose, il est éparpillé en état de diffraction maximale. Et partir à sa recherche implique de rassembler plutôt que de forer, d'errer au cœur plutôt qu'au fond des choses. Le réel attaque Dali. Pousser les logiques à leurs limites et les métaphores à leur point de rupture, comme il le fait, c'est courir le risque de s'asphyxier. Le savoir n'est jamais gratuit, même si on ne sait pas toujours quel prix il faut payer. Nous sommes à l'étroit, comme Dali dans son scaphandre. Penser l'imaginaire contemporain, tenter de le décrire et de le comprendre, c'est se coller à une situation qui est la nôtre et tenter d'en proposer une explication qui sera à la fois décrire ce qui se passe et répondre à nos attentes et angoisses par rapport à ce présent. Mais être collé à cette situation, c'est ne pas avoir de distance. Quand Giorgio Agamben nous explique que le contemporain est l'inactuel, que le sujet contemporain se doit d'adopter une posture critique et que, comme dans le mythe de la caverne de Platon, il faut être capable d'en sortir afin de comprendre que ce qu'il voyait, ce n'était que des ombres, quand les vérités se situent évidemment ailleurs, hors de la caverne, dans la lumière nue du soleil, je me dis, tant mieux pour lui. Il est assez vieux et assez sage, assez reculé des choses de ce monde pour voir la différence. Il peut pester contre les téléphones cellulaires qui encombrent son quotidien, contre les dispositifs techniques et informatiques qui nous enchaînent dans nos possessions, à nos vies hautement réglées et ainsi aux formes contemporaines du biopouvoir.
je ne crois pas avoir ce luxe. Je ne crois pas avoir le loisir de prendre mes distances. Les chaînes qui me retiennent au spectacle de la société contemporaine, je ne sais pas encore comment m'en libérer, et je me dis, dans ce contexte, que la seule façon de ne pas mourir totalement asphyxié, c'est de m'avancer et de chercher les appels d'air et les ondes de navigation. La réalité, par son caractère mouvant et en pleine accélération, me force à agir. J'occupe aussi un espace contraint, limité. L'interface avec le monde est fragile. Ses bases ne sont pas encore assurées. Oui, j'ai soif de réalité, mais il n'est pas certain que ce qui m'est proposé pour étancher cette soif soit d'une grande efficacité. Il n'est pas certain que le scaphandre qu'on veut me prêter soit le meilleur outil, le meilleur dispositif d'exploration. Il est lourd, requiert la présence d'opérateurs et surtout il est incroyablement daté. Je préférais une plus grande autonomie, même si celle-ci n'est jamais que relative. Je préférais une autre interface plus proche de mes propres habitudes. Cela dit, Dali avait compris qu'il fallait se couper du monde pour avoir accès aux strates de l'inconscient. Il faut être à l'étroit si on veut s'ouvrir à l'infra. Il avait aussi compris que le hublot, dans sa façon de découper le monde, était la fenêtre par excellence pour atteindre tout ce qu'un accès non médiatisé laissait dans la pénombre. Le hublot fait remonter à la surface les oublis, cette matière première de l'inconscient. Le scaphandrier, vous aurez compris, est un être de l'oubli. D'un oubli positif puisqu'il est un mode d'exploration du monde. Mais cet aussi est potentiellement dangereux car il peut entraîner, par négligence, la disparition définitive du monde. Alors j'en arrive à ma deuxième respiration, cette fois-ci portant sur une politique de l'oubli. Dali est attaqué par le réel. Et ce qu'il gagne avec de plus en plus de force, c'est le manque d'air, l'absence d'oxygène, l'asphyxie. Celle-ci est un générateur d'angoisse et par la force des choses, un générateur d'oubli. L'urgence n'incite pas à une pensée historique, mais à l'oubli de tout sauf de la survie, fonction première de tout corps vivant. L'organisme ne pense pas en termes de mémoire et d'histoire, de passés et de schèmes structurants, mais d'alimentation en air, du maintien des signes vitaux, puis, si tout va bien, de reproduction. Fallait bien que je la glisse. Si on suspend la scène à ce moment où Dali comprend qu'il va manquer d'oxygène, où ses yeux se détournent du double spectacle de la foule qui regarde son exploit et des premières manifestations de l'inconscient dont il entendait explorer les formes, pour se tourner vers son propre corps et le sentiment d'urgence que le pétrin dans lequel il se trouve a suscité, si on arrête indéfiniment cette scène, ne conservant du drame que ce moment charnière, photogramme imaginaire, fait Dieu exorbité, d'un voile opacifiant la vitre du hublot, d'une terreur lisible dans les pupilles dilatées, on se retrouve à la croisée d'une multitude de scènes où la violence des événements suscite un écrasement de la rationalité et de tout ce qui fonde la conscience. Cette scène, c'est le spectacle par excellence de la fin, de la mort, de l'absence en acte. Que nous dit cet événement suspendu? Que l'oubli, qui en est le résultat, est une pure négativité. Il n'est plus une force positive, mais une soustraction, mais une soustraction systématique de tout ce qui fait la vie. Figé dans son asphyxie, Dali n'a plus de visage, il devient une non-personne. Le non-vivant l'envahit peu à peu. La face de celui qui se perd et s'absente dans un oubli sans retour n'a plus de visage. Il se donne en creux, prêt à être investi par la foule qui attend la fin. Cet oubli provoqué par l'asphyxie ne s'habite pas. Il faut en ressortir, comme l'a fait Dali, pour en faire une possibilité, une ouverture. Il y a donc ce moment charnière où l'oubli ou bien devient totalement mortifère ou bien permet la réinvention. S'il eût fallu que Dali en meure, qu'on ne parvienne pas à le sortir de ce mauvais pas, que le casque résiste à être dévissé, il serait mort d'avoir voulu mimer une descente dans les profondeurs de la pensée humaine, dans un cas d'asphyxie non pas tant auto-érotique qu'auto-onirique. Dali mort aux portes du rêve. Dali mort sur scène, en pleine performance avortée. Comme le précise Sloterdijk, et je le cite, « Si la représentation que Dali donne de cet épisode est véritable, il ne s'en est pas fallu de beaucoup pour qu'il entre dans l'histoire culturelle de la modernité comme martyr des plongées dans le symbolique. » Fin de la citation. Heureusement pour nous, il s'en est sorti.
et la conquête de l'irrationnel a pu se poursuivre, bien sûr jusqu'à nous. La scène du scaphandre réunit un certain nombre d'éléments régulièrement associés. Régulièrement associés, il n'y a pas de S à régulièrement. L'eau, l'asphyxie et l'oubli. L'enchaînement se comprend sans peine. La première provoque la seconde qui suscite la troisième. Dans Cristallisation secrète, le roman de Yoko Ogawa, sur lequel je vais maintenant m'arrêter, ces mêmes éléments se retrouvent, mais sous une forme nouvelle qui modifie, en surface du moins, les perspectives et les liens de causalité. L'oubli n'y est pas la conséquence d'une plongée réelle ou simulée dans les profondeurs marines, il est l'objectif premier d'une stratégie, d'une action. Il n'y est pas un accident, mais une politique concertée. Il n'est pas personnel, mais collectif. L'oubli devient un principe de vie, celui qui provoque l'asphyxie. L'eau y occupe une dimension essentielle car les événements se produisent sur une île. L'eau permet le huis clos. Ce qui se passe sur cette île n'en ressortira jamais. Quand le dernier oubli aura eu lieu, plus rien ne restera des habitants de l'île, réduit à un simple filet de voix sur le point de s'épuiser. Cet événement est suspendu à la fin du roman, quand la narratrice commence son ultime disparition, un peu comme je veux suspendre la scène de Dali sur le point, bien sûr, de s'asphyxier. Si la scène du scaphandre raté est une allégorie permettant de poser l'oubli comme une modalité positive, malgré ses dangers et ses limites, le roman d'Ogawa offre une contre-allégorie de l'oubli, posée cette fois comme mécanisme de répression et d'assujettissement. Cristallisation secrète est un nouveau hublot, et le livre est suffocant, comme a pu être le scaphandre pour Dali. Si le réel attaque le peintre, la fiction d'Ogawa en fait de même avec son lecteur. Cristallisation secrète est un précipité, une écume singulière, un processus de transformation qu'on réussit à capter par le biais de notre immersion dans ces pages. À quoi ça ressemble, en fait? Le roman d'Ogawa est à mi-chemin entre un récit de Franz Kafka, par son impénétrabilité, le caractère occulte et arbitraire des décisions qui sont prises par le gouvernement de l'île, par l'impuissance de l'héroïne à comprendre ce dans quoi elle se trouve et ce qu'elle peut faire pour s'en sortir, son aliénation de plus en plus grande, ses forces défaillantes. Entre un récit de Kafka, donc, radicalisé à la manière de George Orwell dans 1984, et le roman de Paul Auster, In the Country of Last Things, dont le titre original anglais désigne bel et bien le phénomène d'épuisement du monde au cœur de Cristallisation secrète. Comme dans le roman d'Auster, les choses sur l'île de la narratrice disparaissent les unes après les autres. Mais à la différence du pays d'Anna Bloom, les choses qui disparaissent le font non pas à la suite d'un épuisement des stocks, dans une société qui n'a plus aucune capacité de fabrication de biens et qui vit de ses restes, mais à la suite d'une confiscation. Les parfums, les objets de luxe, les denrées spécialisées, puis, graduellement, les denrées usuelles, les photographies, les romans, les aliments, voire même les parties du corps sont confisquées. Elles disparaissent à la suite de saisies. Le processus n'est pas naturel, mais le résultat d'une intervention gouvernementale et des agissements de sa police secrète. Il s'agit d'une politique, d'une véritable politique de l'oubli, car la disparition des choses a pour but leur oubli. C'est une façon d'asphyxier une population à qui on enlève tout, jusqu'à l'usage de ses membres. Étonnamment, la population qui est d'une grande servilité accepte les disparitions qui ont été édictées par le gouvernement et sa police secrète et consent à les entériner, à les compléter même, suivant sans rechigner les consignes. Une fois déclarée, la disparition est respectée et c'est l'oubli qui impose son ordre. Je vais vous donner une citation. Donc, je vous cite le roman d'Ogawa. « Quand il se produit une disparition, pendant un certain temps, l'île s'agite. Les gens se regroupent ici ou là dans les rues pour parler des souvenirs relatifs à l'objet perdu. On regrette, on s'attriste, on se console l'un l'autre. Lorsqu'il s'agit de choses qui ont une forme, on se rassemble pour les brûler, les enterrer ou les laisser dériver au gré du courant. Mais cette petite agitation ne dure guère plus de 2 ou 3 jours. Chacun retrouve bientôt sa vie quotidienne telle qu'elle était avant. On n'arrive même plus à se souvenir de ce qu'on a perdu. » Fin de la citation. Le processus d'élimination y est systématique. Si les oiseaux doivent disparaître, par exemple, toute trace des oiseaux disparaîtra.
Pas seulement les oiseaux eux-mêmes qui seront tués et chassés, mais les livres sur les oiseaux, les dessins d'oiseaux, les photos d'oiseaux, les mentions d'oiseaux dans les journaux et les cahiers, les sections aviaires des jardins zoologiques. Tout sera effacé ou détruit. Les oiseaux peuvent ainsi tomber dans l'oubli, ce qu'ils font assurément. Comme le dit la narratrice, et je vous cite le texte, « Les gens sont capables d'oublier facilement toutes sortes de choses. C'est comme si l'île ne pouvait flotter que sur une mer totalement vide. » Une fois les oiseaux disparus, leurs noms eux-mêmes en viennent à s'effacer. Quand ils tombent en désuétude, les photographies en sont un autre bel exemple. Quand on parle à la narratrice de photographie, elle est dans un premier temps surprise. Je cite le texte. Je ne compris pas aussitôt, mais à force de me répéter intérieurement le mot, j'ai pu me rappeler vaguement l'existence passée de ces choses appelées photographies. Un morceau de papier glacé reproduisant à l'identique une situation humaine. Les conséquences de la disparition des choses sont les mêmes dans Cristallisation secrète que dans In the Country of Last Things, ce qui fait de ces deux romans des versions étonnamment proches d'un même imaginaire de la fin qui procède par effacement des mots et des choses. Dans le roman d'Ogawa, la police secrète, à la manière d'un régime totalitaire, détient un contrôle sans faille sur la population. Et son projet est qu'elle soit atteinte de l'oubli le plus complet possible. Elle souhaite obtenir, du moins on ne peut que le présumer, la population la plus lisse possible, une pure présence sans souvenir ni désir, sans passé ni avenir, des sujets asservis et réduits à n'être plus que des consciences minimales, douées de sensations, oui, mais sans aucune capacité de recul ou d'analyse. Des êtres totalement à l'étroit. Il est inévitable, bien sûr, que dans ce contexte surgissent des poches de résistance, que des insulaires se rebellent et tentent d'échapper à cette éradication des souvenirs. Pour éliminer cette résistance et la réduire à sa plus petite expression, la police secrète a entrepris de décrypter les gènes du souvenir. Je cite le texte, et donc la police secrète. En décryptant les gènes, on peut connaître ceux qui possèdent un état de conscience particulier. À leur insu, tous les gens de l'île sont décryptés et mis en données qui sont enregistrés. Fin de la citation. Il n'est plus nécessaire de marquer les gens avec des étoiles ou un tatouage, leurs gènes les trahissent d'emblée. Le fait de se souvenir est une empreinte devenue apparente pour la police secrète. L'extermination des souvenirs et l'imposition d'un oubli salutaire sont systématiques et permettent de dessiner une société d'une passivité totale. L'oubli n'est plus une modalité de l'agir, opérant au niveau personnel et privé, mais un statut imposé par décret, un outil de contrôle. Nous sommes au-delà du panopticon inventé par Jérémy Bertram et décrit de façon fort pertinente par Michel Foucault. Ce n'est plus une architecture qui sert à surveiller des prisonniers, qui parvient en fait à leur faire entendre qu'ils seraient constamment contrôlés, que la surveillance serait entière et ininterrompue. C'est plutôt une politique qui organise le social en lui retirant ce qui fait la spécificité de ses membres, leurs souvenirs, si vous voulez, ou encore les traces de leur passé, et en éliminant tout ce qui pourrait faire saillance et s'inscrire comme expérience singulière. Les roses, par exemple. Leur beauté et odeur pourraient aisément être associées à des souvenirs qu'ils serviraient à entretenir et, ce faisant, à organiser le temps en intervalles cohérents, passé, présent et futur. On les fait donc disparaître. Le panopticon a été intériorisé. La police secrète est omniprésente, omnipotente et omnisciente, ce qui lui assure la plus grande des autorités. Je vous cite le texte. La plupart des fonctions dont nous nous acquittons doivent se dérouler dans le secret, conformément à notre nom de police secrète. Notre tâche principale est de nous assurer qu'il n'y a pas de retard dans le processus de disparition et que les souvenirs devenus inutiles s'effacent rapidement. Ce que met en scène Yoko Ogawa, c'est le principe même du panopticon. La simple possibilité d'une surveillance constante suffit à imposer sa vérité, sa loi. La simple hypothèse d'une surveillance constante suffit à imposer sa loi. La thèse d'un pouvoir total parvient à introduire au cœur des sujets des oublis systématiques, comme autant d'amputations acceptées de plein gré, car pensées comme nécessaires. L'oubli est pratiqué pour le bien de tous. Comme l'explique la police secrète à la narratrice, et je vous cite le texte, « Cela ne sert à rien de garder des souvenirs inutiles, n'est-ce pas? Lorsqu'un gros orteil se gangrène, il faut tout de suite l'enlever. Si on ne fait rien, c'est la jambe tout entière qu'on perd. Eh bien, c'est la même chose.
Le seul problème, c'est que les souvenirs et le cœur n'ont pas de forme. L'homme peut en faire son propre secret et le garder caché, d'où l'idée d'avoir, bien sûr, un décryptage des gènes. Puisque la partie adverse est invisible, nous aussi, nous utilisons nos nerfs. C'est une opération extrêmement délicate pour dévoiler un secret sans visage, l'analyser, en faire le tri, le traiter. Naturellement, nous devons absolument nous protéger en gardant le secret à notre tour. Fin de la citation. Enfin, pas vraiment fin de la situation, là, ça se continue. Un pied gangréné, un souvenir douloureux. Rien de mieux que de les amputer afin de libérer le corps de ses entraves. La politique de l'oubli dans Cristallisation secrète est d'une radicalité sans précédent. À la fin du roman, les gens de l'île en viennent même à oublier des parties de leur propre corps. La jambe gauche pour commencer, puis la main gauche, les yeux, les joues, et au final, il ne reste plus que la voix. Les gens avaient perdu, nous dit le texte, les gens avaient perdu de leur existence tout ce qui avait un contour. Seules les voix flottaient désespérément. Perdre tout ce qui a un contour, c'est perdre toute possibilité de forme, toute capacité de se figurer le monde. La figure est une forme, un signe complexe qui permet de se représenter des êtres, des situations et des relations, des mouvements, des pensées, des émotions. Sans forme ni figure, il n'y a plus de relation au monde, il n'y a plus d'interface, il n'y a plus rien. Il reste peut-être une voix, mais elle n'a plus rien à dire. Elle ne fait qu'assurer, par la voie de la fonction fatigue, une présence. Et quand elle viendra à manquer, quand l'étouffement sera complété et l'asphyxie entière, il ne restera plus que du gris, un terne mélange de blanc et de noir, un oubli sans aspérité. Si l'oubli est révélateur dans Cristallisation secrète, ce n'est pas parce qu'il permet l'action, mais parce qu'il élimine la douleur. Celle qui vient avec le deuil, celle qui dépend de la mémoire et du rappel des choses perdues. L'oubli de la disparition, c'est l'oubli de l'absence. On le voit, nous ne sommes plus dans l'étourderie ou la distraction, nous ne sommes plus dans le musement, mais dans l'évanouissement. L'asphyxie n'est pas un accident de parcours lié à la maladresse d'un apprenti sorcier ou au mode d'être d'un flâneur, multipliant ses zones de navigation, mais une entreprise avouée et concertée d'éradication. Une asphyxie promulguée au rang de mécanisme de répression et de contrôle. C'est une chose de retenir son souffle, c'en est une autre de se faire étouffer. Dali, dans son scaphandre, s'il avait pu se rendre comme il l'espérait jusqu'au subconscient et poser les pieds sur les terres égarées et insulaires des fantasmes réprimés et des formes symboliques de l'agir, il est à parier que ses pieds auraient foulé l'île de Cristallisation secrète. C'est cette île qu'il aurait visitée à travers son hublot et il aurait assisté, sûrement médusé, aux effets de la politique concentrationnaire de l'oubli. La néantisation y est complète. Elle efface tout, ne laissant derrière elle qu'une mince présence, un filet de voix à peine capable d'assurer une présence, improbable fil d'Ariane, sur le point de se rompre. Or, dernier commentaire en guise de conclusion. La version purifiée des mécanismes d'assujettissement de Cristallisation secrète nous parle d'une forme existentielle de l'épuisement et de la force des projets dysphoriques qu'aucun garde-fou ne limite. Elle est une mise en scène épurée du caractère mortifère de l'oubli, quand il ne porte pas sur les choses bénignes ou qu'il ne représente pas le pouvoir d'une imagination libérée, mais s'attaque à ce qui en nous fait retour, à ce qui nous fait des êtres vivants. Après avoir longuement décrit la mésaventure qui a failli emporter Dali, Sloterdijk souligne le caractère productif de l'accident, expliquant qu'il a, et je cite Sloterdijk, qu'il a libéré en l'artiste la panique qui, en tant que moteur, a toujours été inhérente à son travail. Dans la tentative échouée visant à représenter l'inconscient comme une zone navigable, c'est justement ici au premier plan cette angoisse de l'anéantissement que le processus d'explication esthétique devait maîtriser et refouler. Fin de la citation. L'angoisse de la mort, l'angoisse donc de l'anéantissement, ne peut jamais disparaître parce qu'il est notre fond, ce que les réitérations de l'imaginaire de la fin ne cessent de nous rappeler. L'oubli fait double emploi. Il participe à un imaginaire de la fin en ce qu'il désigne explicitement l'absence, la disparition et à plus forte raison la ruine d'un esprit qui ne parvient plus à se rappeler ce qui lui assure son identité. Il est le seuil d'une régression infinie qui ne débouche nulle part, sinon dans l'infini lui-même, ce qui échappe par définition à toute perception
ce qui annule même l'idée d'une perception. Mais l'oubli participe aussi à un imaginaire de l'errance et du musement, de l'imagination au travail, apte à tout réinventer. L'oubli devient une modalité d'exploration des zones de navigation les plus reculées, celles dont la géographie est la plus instable. L'efficacité imaginaire de la figure de Dali attaquée par le réel est liée au fait qu'elle se trouve à la croisée de ces deux imaginaires et peut basculer d'un côté comme de l'autre. Sa force lui vient de cette oscillation entre l'ouverture qu'elle semble encourager et la fermeture qu'elle pourrait tout bonnement provoquer. Merci. Écoute, je peux commencer comme ça. Ah. Je prends ton micro. Allô? Oui. Non, ça marche pas. Est-ce que ça enregistre? Ah. Oui, bon. Merci Bertrand. C'était très intéressant. Je suis certain qu'il y a plusieurs apprentis sorciers dans la salle qui auront des questions à te poser, d'autant plus qu'ils auront eu l'occasion de se plonger dans l'écume en buvant au moins une pinte lors de ton intervention. Donc, je vais d'abord leur céder la parole. Est-ce que quelqu'un voudrait lancer la discussion? Bon, ben écoutez, je vais me lancer dans ce cas-là. C'est moi qui ai le micro, alors je vais profiter de ce privilège. J'espère que ma question ne sera pas trop chiante, Bertrand. En fait, ce qui se dégage de ton intervention, selon moi, c'était deux conceptions d'aborder le contemporain. Évidemment, il y a toute la question de Dali, mais moi, je vais d'un côté plus théorique un peu. Tu as quand même critiqué assez vertement Agamben, assez rapidement aussi, en disant que toi, bon, tu n'endosses pas cette position-là qui veut que le contemporain, c'est l'inactuel. En effet, bon, c'est un peu paradoxal la position qui est défendue par Agamben de dire que le véritable contemporain, c'est celui qui n'appartient pas à son époque. Mais d'un autre côté, dans les propositions de Sloterdijk, je vois aussi un problème, c'est-à-dire qu'il dit que, ben, en fait, c'est plutôt toi, je crois, qui prend cette idée de l'écume pour en faire le contemporain. Mais si le contemporain est l'écume, il est aussi insaisissable parce que Sloterdijk le dit, l'écume, lorsqu'on essaie de s'en emparer, les bulles éclatent. Donc, j'aimerais ça t'entendre un peu peut-être là-dessus, cette espèce de tension. C'est chiant, hein? Tu veux dire, comment réconcilier Agamben, l'écume et moi? Non, en fait, c'est... Ben, évidemment, c'est deux positions qui s'opposent, mais j'aimerais savoir comment tu penses cette idée de... Si le contemporain n'est pas l'inactuel, celui qui participe de son temps dans ce dynamisme, le brassage, et qu'à la fois l'écume, c'est l'insaisissable, comment on fait pour parler du contemporain, pour penser le contemporain, l'imaginaire? Ben, c'est-à-dire que ce que j'aime bien de la position de Sloterdijk, c'est le fait qu'il invente un vocabulaire, qu'il invente une posture et qu'il entend... non pas, se reculer, prendre ses distances de la situation contemporaine, mais au contraire d'essayer de la comprendre par le biais de son propre vocabulaire, par le biais d'une posture critique qui est une intervention sur le monde. Comparativement à la posture d'Agamben, qui est plutôt de l'ordre des postures traditionnelles, consistant à dire le contemporain sera l'inactuel, le sujet critique se doit d'être inactuel, de ne pas adhérer à sa société, à son contemporain, parce que ce faisant, il court le risque de se retrouver, comme dans le mythe de la caverne de Platon, c'est-à-dire à prendre des ombres pour des vérités. Et que ce qu'il est important pour lui de faire, c'est de se retirer de cette scène et de la décrire avec une certaine désincarnation. Et c'est de refuser le jeu d'une certaine façon en se disant... Être trop proche de cette situation nous amènera à commettre des erreurs. Dans ce sens-là, je préfère de loin la posture de Sloterdijk qui, lui, plutôt que de dire le contemporain et l'inactuel, et je vais donc, par la force des choses, m'emparer me reculer et utiliser des métaphores ou encore un modèle me permettant de prendre des distances avec la situation présente, lui, au contraire, cherche à se mettre les deux pieds dans l'écume, disons-le comme ça, à se mettre les deux pieds dans une théorie de la sphère qu'il invente de toutes parts
et qui lui permet de tenir un discours extraordinairement large et interdisciplinaire, permettant de cette façon-là d'avoir au moins un regard sur le contemporain. Donc, dans ce sens-là, je préfère de loin cette posture, même si l'idée de l'écume, elle est paradoxale, puisque, comme tu l'as bien compris, et je l'ai tout à fait décrit, l'écume est un précipité, l'écume est une situation d'équilibre entre un mélange d'air, d'eau, de mouvement et d'agitation. Mais en même temps, la volonté de décrire l'écume, la volonté d'en rendre compte, pour moi, est une façon de saisir ce qui est là, au temps présent, au moment même où ça se passe. Jouer à la ligne actuelle, c'est dire « je reviendrai dans 24 heures voir s'il y a toujours de l'écume ». Et là, l'écume sera bel et bien retombée comme la mousse d'une bière sera retombée après quelques heures. Il n'y a plus rien à voir, sinon qu'un cadavre. Et je crois que l'idée de l'écume permet de poser non pas ce rapport à un cadavre, mais plutôt ce rapport à un corps encore vivant, encore en situation précaire, mais en situation d'équilibre. Et ce que j'aime de la notion d'écume, c'est le rapport à l'équilibre. C'est le rapport à... Il y a là, en fait, un équilibre instable, mais qui est la marque même du vivant. Décrire le contemporain, mais c'est décrire la marque même de notre époque au moment où elle se produit. Ça n'implique pas de dire « je ne vais travailler que sur des auteurs morts ». Ça n'implique pas de se dire « je serai nécessairement inactuel et mon regard ne se portera pas sur les productions contemporaines », mais au contraire, je me détacherai des productions contemporaines pour revenir à une posture très sage, très confortable, très bourgeoise. N'accepte pas de faire des erreurs aussi, c'est un peu ça. Ben, par la force des choses, oui. Donc, l'écume, oui. Agamben, non. Est-ce qu'il y a des réactions? Des questions? Donc, ma question est vraiment très simple. J'espère que je me mélange pas de textes d'Ogawa parce que je les ai tous lus. J'en ai lu plusieurs en même temps. Mais il me semble que dans Cristallisation secrète, j'attendais le moment où tu allais parler de l'homme qui était enfoui en dessous de la maison. Parce que justement, il me semble que comme un homme dans une sorte de scaphandrier, ou enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà. Donc, que fais-tu de l'homme enfoui au fond de la maison? Merci, Amélie. En fait, j'aurais voulu qu'on me pose une question. C'est celle-là que j'aurais voulu qu'on me pose. Simplement parce que j'en avais déjà pour 45 minutes, sinon même un peu plus. Et que, donc, j'ai retiré cette partie-là sur l'homme dans le scaphandrier parce que j'avais une section sur... Donc, simplement pour comprendre que la narratrice, après un certain temps, elle écrit des romans. Évidemment, vers la fin, on comprendra qu'elle ne peut plus écrire de romans, que ça devient, par la force des choses, totalement impossible. Elle a un éditeur. Son éditeur, bien sûr, devient la cible de la police secrète et des traqueurs de souvenirs. Et elle décide de le cacher dans une espèce d'endroit, un réduit, entre deux étages, sorte de 4e étage et demi, où l'éditeur sera caché jusqu'à la fin du roman et qui lui donne, et qui, en effet, permet de reprendre cette idée d'être à l'étroit, d'être coincé et d'être dans un rapport de production, puisque c'est un éditeur, c'est quelqu'un qu'on va continuer à lire et va continuer à avoir une perspective critique sur le monde. Et il y a là tout à fait une tension entre l'oubli, d'une part, qui est ce qui est imposé par cette société, et cette résistance qui consiste bien sûr à, non pas à se souvenir, mais être dans un rapport de production et dans un rapport de création. Donc oui, tu fais bien de me poser la question. Simplement, j'ai éliminé cette partie-là compte tenu du temps imparti. Mais tout à fait important, oui. Il y a Francis derrière. Moi, c'est un commentaire. Non. J'ai davantage un commentaire qu'une question. C'est pour poursuivre l'intervention de Simon, en fait. L'idée de l'écume, la métaphore de l'écume, effectivement, est très pertinente pour penser le contemporain. Toutefois, pour reprendre la réflexion d'Agamben, je trouve que ça, mettons, on reprend l'image de la bière. Ce qui provoque l'écume, c'est l'effervescence, c'est-à-dire la montée qui remonte. Bon. Dans ce sens-là, le contemporain tel qu'Agamben le pense, c'est ce mouvement qui vient d'en arrière et qui s'en va vers le haut et qui continue vers le futur. C'est
Comme quand il parle du poète qui est celui qui se détourne et qui regarde la lumière, qui tend à se rendre, mais qui ne se rend jamais, c'est-à-dire dans l'obscur. Tandis que l'actuel est beaucoup plus au niveau de l'écume, c'est-à-dire la stagnation, cet équilibre dont tu as fait mention, d'air et de liquide. Et à mon avis, les deux se distinguent vraiment sur ce plan-là. Et puis c'est ce qui permet de justement voir comment le contemporain est l'inactuel. Puisqu'il n'est jamais ce moment précis, mais toujours le mouvement perpétuel d'un passé qui s'en va vers un futur qui est appelé à revenir. Enfin. Ouais, il faut voir que je n'ai pas l'intention de réduire le contemporain à une seule temporalité extraordinairement homogène. Par la force des choses, le temps présent est constitué à la fois du maintien d'un certain nombre de pratiques, de l'anticipation d'autres pratiques. Il n'y a pas là un temps homogène, il n'y a pas là un temps complet, il n'y a pas là un ensemble cohérent de pratiques. Et par la force des choses, il y a autant de l'inactuel ou du proto-actuel que de l'actuel dans le temps présent. Par contre, d'en parler en termes de stagnation, ce que tu as fait pour rendre compte de cet équilibre-là, tu vois, moi, j'aurais tendance à ne pas parler de stagnation, mais au contraire, de prendre l'équilibre comme étant la forme par excellence du dynamisme. Et l'écume n'est pas stagnante. Elle est au contraire, dans ce sens-là, c'est un peu à prendre différemment. Mais donc, en fait, ma lecture, j'aime bien lire Agamben parce que j'en prends la moitié et l'autre moitié m'irrite. C'est-à-dire, je suis toujours dans un rapport dans une dialectique avec Agamben, et par rapport à sa posture sur le contemporain, à la fois, je comprends très bien l'idée très nietzschéenne de penser l'inactuel, de penser le rapport, en fait, un rapport différé au temps et à une reconstruction du rapport historique, ou alors à une déconstruction du rapport historique dans ce sens-là. Mais je crois que dans son désir de non-engagement par le biais de la notion d'inactualité, là, par ce désir-là, moi, tout à coup, je commence à chercher, en fait, une autre voie. Parce qu'elle ne répond pas au type de travail, au type de lecture et au type d'interrogation que j'ai sur les pratiques contemporaines. Et dans ce sens-là, je préfère de loin une attitude franchement inventive comme celle de Sloterdijk, même si par moments Sloterdijk, là, on se comprend, là, parfois Sloterdijk peut prendre vraiment, il patine. Et il ne va pas en ligne droite, et certains des détours qu'il prend sont des fois assez étonnants. Mais sinon, il y a une inventivité assez grande et un renouvellement assez important d'un regard critique sur le contemporain. Et pour moi, il y a là une forme d'engagement plutôt qu'une forme de désengagement par rapport au contemporain. C'est dans ce sens-là où je pense que j'ai ramené Agamben simplement comme façon de voir une posture